Salut, je vous laisse en compagnie de mon portable, hein. L'histoire de la colonisation, c'est l'histoire d'un grand bouleversement qui a façonné le monde tel que nous le connaissons. Pendant plusieurs siècles, la France a en effet édifié au-delà des océans un empire colonial de 11 millions de kilomètres carrés. Un empire qui a été conquis par la France. Eh bien, je vous salue, je vous laisse en compagnie de l'histoire. Hein? C'est-à-dire, on est déjà le premier ici, hein, depuis 18 heures, hein. Bluetooth mode. Bluetooth connected. Out in mode. Je vous laisse en compagnie de l'histoire. C'est l'histoire d'un grand bouleversement qui a façonné le monde tel que nous le connaissons. Pendant plusieurs siècles, la France a en effet édifié au-delà des océans un empire colonial de 11 millions de kilomètres carrés. Un empire qui a été conquis par la force et dans le sang. Un empire où vivaient des dizaines de millions d'habitants, maintenus dans une situation de soumission, et qui pourtant n'ont jamais cessé de se battre pour se libérer du colonisateur. Des peuples que la France s'est finalement avérée incapable d'accompagner vers l'indépendance, quand il en était encore temps. Cette histoire, c'est la nôtre. Elle nous raconte aussi la France d'aujourd'hui, alors que de cette confrontation violente entre des peuples est née une irréversible communauté de destin.
Lorsque les frères Lumière inventent le cinéma en 1895, cela fait déjà plusieurs décennies que la France est en train de façonner son empire colonial. Sur le vieux port de Marseille, l'opérateur Alexandre Promiot s'embarque avec sa nouvelle caméra, à destination de ses colonies françaises. Le cinéaste imagine rapporter de son voyage des bobines pleines de rêves exotiques et de grandeur nationale. Mais ce que les images de ce précurseur du cinématographe ne montreront pas, c'est que cette extension territoriale a été, partout, le fruit de conquêtes militaires particulièrement violentes. Car là où la France a tenté de planter son drapeau, elle a dû faire face à une résistance acharnée. Parvenu de l'autre côté de la Méditerranée, Alexandre Promiot découvre le port d'Alger, façonné par des années de présence française. Promiot capte pour nous l'étonnante place du gouvernement, mélange colonial si typique quand se côtoie la tradition religieuse locale et la passion de la République pour les statuts de ses gloires militaires. L'opérateur est fasciné par l'exotisme méditerranéen qui s'offre à lui. Dans l'objectif de Promiot, la capitale de l'Algérie semble bien sûr apaisée, car cela fait 60 ans que les Français se sont installés ici. Pourtant, cette conquête de l'Algérie a été une véritable guerre, longue et meurtrière. Une conquête qui commence en juin 1830, lorsque la flotte française bombarde Alger à la demande du roi Charles X, sous prétexte de libérer des esclaves chrétiens. En réalité, le roi veut redonner de l'éclat à son règne et surtout favoriser les armateurs du port de Marseille. Grâce aux peintures d'Horace Vernet, qui a immortalisé cette conquête, nous mesurons la violence d'une campagne dirigée par le maréchal Bugeaud. Bugeaud, monarchiste exalté, a fait le choix d'une guerre sans merci. Ses troupes ont l'ordre de tout détruire sur leur passage. Pillage, viol, destruction. Le pays est bientôt à feu et à sang. Une politique de la terre brûlée pour tenter de venir à bout de la résistance féroce organisée par l'émir Abdelkader, qui a rassemblé plusieurs tribus algériennes. Face à l'acharnement du théologien musulman, Bugeaud manque bientôt de troupes et doit recruter sur place des supplétifs de l'armée française. On choisit alors dans les tribus hostiles à Abdelkader des cavaliers qui forment le premier régiment de spahis algériens. Un renfort crucial pour les troupes de Bugeaud, qui finissent par prendre le dessus. Premier héros d'une nation algérienne qui n'existe pas encore, mais dont il a fait souffler l'esprit, Abdelkader est condamné à l'exil en 1847, comme le seront la plupart des chefs de guerre qui vont se dresser contre la France. Il faudra plusieurs dizaines d'années aux soldats français pour finalement conquérir l'ensemble du territoire, d'Oran jusqu'à Constantine. Une conquête sanglante qui aura fait plusieurs centaines de milliers de victimes du côté algérien. Et voilà la France qui fait de l'Algérie une colonie de peuplement, se déployant dans les principales villes du pays, comme ici, à Tlemcen. Les premiers à s'installer seront les ouvriers parisiens des manufactures nationales, mis au chômage et incités à tenter leur chance en Algérie.
Puis ce seront les paysans des campagnes françaises, d'Espagne ou d'Italie, qui pour tenter d'offrir un avenir décent à leurs enfants, répondront à l'appel du gouvernement français. Comme le feront des milliers d'Alsaciens, fuyant l'occupation allemande après 1870. Ces familles ordinaires et travailleuses découvrent ce western saharien avec ses diligences et ses escortes militaires pour s'enfoncer vers l'intérieur des terres. Souvent, à leur arrivée, ces émigrés européens ne possèdent que ce que le gouvernement veut bien leur offrir. C'est ce que raconte ce paysan de Franche-Comté. En arrivant, on nous a donné une maison, mais il n'y avait ni pain, ni eau. Nous avions seulement une couverture, une paillasse vide et un drap pour coucher 12 personnes. Puis on nous a délivré nos concessions, qui ne sont pas aussi régalantes que nous le pensions d'abord. Des terres que les colons vont s'acharner à féconder, et qui souvent ont été réquisitionnées par l'administration au détriment des Algériens. Bientôt, des villages entiers sont construits selon les plans fournis par le génie militaire. Un rectangle de 500 mètres de long, percé de 7 rues alignées et se coupant à angle droit, dont plusieurs emplacements sont réservés pour l'école, la mairie et l'église catholique. Alors que cette colonisation fait l'unanimité à Paris, quelques voix tentent de s'élever contre cette prétention de vouloir reproduire ici la France en miniature. C'est le cas du journaliste et écrivain Guy de Maupassant, qui s'étonne de cette transformation de la ville d'Alger lorsqu'il est envoyé en reportage par le journal Le Gaulois. Dès les premiers pas, on est gêné. C'est nous qui avons l'air de barbares au milieu de ces barbares, mais qui sont chez eux, et à qui les siècles ont appris des coutumes dont nous semblons n'avoir pas encore compris le sens. Nos maisons parisiennes, nos mœurs que l'on veut imposer, nos usages, tout cela choque sur ce sol, comme de grossières fautes d'art, de sagesse et de compréhension. Tout ce que nous faisons ici semble un défi à la terre elle-même. Cette étonnante Algérie coloniale que Guy de Maupassant critique en 1880 est devenue la fierté de la République. 3 départements, d'Alger, d'Oran et de Constantine, qui sont venus renforcer l'ancien domaine colonial français, né au XVIIe siècle. Voilà en effet près de 300 ans que la France est présente dans les Caraïbes, sur les îles de la Guadeloupe et de la Martinique. Des siècles pendant lesquels les Européens ont organisé la traite d'esclaves venus d'Afrique. Des dizaines de milliers d'hommes et de femmes arrachés à leur village parce que vendus par quelques rois africains complices, puis installés de force dans ces îles pour y travailler dans les plantations de canne à sucre ou de cacao. Des esclaves qui vont se rebeller à plusieurs reprises et qui en 1848 obtiennent par leur combat non seulement l'abolition de l'esclavage en France, mais aussi la pleine citoyenneté française, donnant naissance dans les Antilles à une société métissée qui revendique de prendre toute sa place dans la République. Les anciennes colonies, c'est aussi la Guyane française, accrochée à l'Amérique du Sud, qui était à l'origine une colonie pénitentiaire avec le bagne de Cayenne. C'est enfin l'île de l'océan Indien, au large des côtes africaines, que l'on appelait Bourbon et qui est devenue l'île de la Réunion. De cet ancien domaine colonial,
la France s'apprête à faire un empire. Car une course au territoire vient de s'enclencher avec la Grande-Bretagne. Les deux pays vivent alors une révolution industrielle, du charbon et de l'acier, qui leur donne une puissance financière et militaire sans précédent. Une expansion territoriale leur permettrait de trouver les matières premières, comme les débouchés commerciaux nécessaires à leur industrie en plein développement. L'époque sera donc celle des empires et de l'impérialisme. C'est-à-dire la domination d'un peuple par un autre peuple, afin de contrôler les richesses de territoires toujours plus vastes. Et cette domination qui nourrit les imaginaires, ils vont être nombreux parmi les élites françaises à la défendre ardemment. Lorsqu'il devient chef du gouvernement, le républicain de gauche Jules Ferry revendique pleinement cette ambition coloniale. Question de développement économique, mais aussi question de puissance qu'il faut retrouver après la défaite contre la Prusse en 1870. Ferry se lance alors dans une politique coloniale d'ampleur. Son premier objectif est de contrer les velléités britanniques et italiennes en Afrique du Nord. Sa première cible sera donc la Tunisie. Prétextant la dette contractée par le bey de Tunis auprès de banques françaises et la tension qui règne à la frontière de l'Algérie, le gouvernement décide d'intervenir militairement. Plusieurs cuirassés français se dirigent vers le port de Bizerte. 6000 soldats débarquent et marchent sur Tunis. Le bey de Tunisie, dans son palais du Bardo, ne peut résister militairement à la France. Il est obligé d'accepter en 1881 que son pays devienne un protectorat français. La Tunisie est désormais sous le contrôle étroit d'un résident général nommé par Paris. Pour Jules Ferry, cette expansion française, patriotique et économique, se double d'un objectif moral. La colonisation est pour lui une question de civilisation. Comme beaucoup à l'époque, Ferry a la conviction que les Européens ont le devoir de civiliser ces races d'Afrique et d'Orient, que l'on considère alors comme inférieures. C'est ce qu'il explique aux députés. Est-ce que quelqu'un peut nier qu'il y a plus de justice, plus d'équité, plus de vertu sociale dans l'Afrique du Nord depuis que la France a fait sa conquête? À la Chambre des députés, il n'y aura guère que le républicain Georges Clemenceau pour oser contester cette thèse d'une hiérarchie entre les races et répondre à Ferry. Depuis que j'ai vu en 1870 des savants allemands démontrer scientifiquement que la France devait être vaincue parce que le français est d'une race inférieure à l'allemand, j'y regarde à deux fois avant de me retourner vers un homme et de le qualifier d'inférieur. Mais la France, qui rêve d'avancées technologiques et de modernité en cette fin du XIXe siècle, n'entendra pas Clemenceau. Et la gauche préfère se rallier à l'idée d'une colonisation civilisatrice, fidèle à la philosophie des Lumières. Une colonisation qui, au nom du progrès humain, ne doit pas connaître de limites. À l'image de ce que défend au même moment Victor Hugo, le grand écrivain qui, dans un discours si typique de l'époque, apporte avec vigueur son soutien au projet colonial de la France. Dieu offre l'Afrique à l'Europe. Prenez-la. Prenez-la, non pour le canon, mais pour la charrue. Non pour le sabre, mais pour le commerce. Non pour la bataille, mais
mais pour l'industrie. Non pour la conquête, mais pour la fraternité. Allez, faites. Faites des routes, faites des ports, faites des villes. Croissez, cultivez, colonisez, multipliez. Jules Ferry va dépasser les espérances de Victor Hugo. D'autant qu'il ne compte pas perdre un instant, car la Grande-Bretagne a déjà pris une longueur d'avance, se déployant de l'Inde à l'Afrique du Sud. Si la France ne veut pas être distancée, elle doit lancer des expéditions sur tous les continents et d'abord porter son regard au-delà du Sahara, vers l'immense Afrique noire. Ferry envoie un jeune officier, Pierre Savorgnan de Brazza, à la découverte de la mystérieuse Afrique équatoriale, là où aucun Européen ne s'est encore aventuré. L'officier de marine à l'âme d'explorateur veut être un des premiers à atteindre le fleuve Congo au sud de l'équateur. Depuis le petit comptoir français de Libreville au Gabon, Pierre Savorgnan de Brazza remonte le fleuve Ogooué et fonde une nouvelle station qu'il appelle Franceville. Puis, il part à la recherche du mythique fleuve Congo dont on ignore l'emplacement exact. Les derniers kilomètres seront les plus difficiles, comme il le racontera. Nous avons laissé notre radeau pour marcher sur un plateau inhabité. Brûlé par le soleil, plusieurs fois égaré, je me croyais perdu. À 11 heures du soir, après une dernière marche forcée, notre vue s'étendit tout à coup sur une immense nappe d'eau dont l'éclat argenté allait se fondre à l'ombre de hautes montagnes. Le Congo, le mystérieux fleuve, coulait majestueusement à nos pieds. C'était là un de ces spectacles qui imposent aux voyageurs un silence religieux. Dans ce silence, mon cœur de Français battait plus fort, car je savais qu'ici allait se décider le sort de ma mission. Brazza est un idéaliste et pacifiste qui refuse de faire usage de la force. Séduit le roi des Batéké, Makoko Ier, et lui propose un accord. Le roi, sans forcément mesurer les conséquences de sa signature, accepte le traité qui fait de son territoire le long du fleuve Congo un protectorat français dont la capitale sera Brazzaville. Le succès de la France au Congo crée de fortes tensions entre puissances européennes. Il devient impératif de s'entendre si chacun veut avoir sa part du continent noir. Alors, à Berlin en 1885, Anglais, Français, Belges et Allemands s'accordent sur les conditions de ce futur dépeçage de l'Afrique. Chacun pourra se lancer à l'assaut de nouveaux territoires à la condition de se mettre d'accord entre Européens sur les frontières départageant les possessions des uns et des autres. Cet accord de Berlin est comme le signal qu'attendait l'armée française pour s'élancer en Afrique sur plusieurs fronts, au départ des comptoirs français de Saint-Louis et de Dakar, au Sénégal. Des campagnes militaires d'ampleur qui exigent un grand nombre de soldats, et donc un recrutement local de forces supplémentaires. Comme elle le fera dans tout l'Empire, la France s'appuie ici sur les oppositions tribales ou religieuses pour attirer des volontaires. Grâce à une solde conséquente et à un statut protecteur, les tirailleurs sénégalais sont désormais plusieurs milliers. Ces soldats vont devenir l'armée coloniale la plus entraînée et la plus utilisée par la République pour mener sa conquête du continent.
Et cette conquête va être sanglante. Car l'Afrique, loin d'être un terrain vierge de civilisation comme on veut se le faire croire à Paris, est structurée depuis des siècles par de nombreux royaumes et de grands empires nomades. Le premier adversaire à se lever sur le chemin des Français est le roi Béhanzin du Dahomey, futur État du Bénin. Béhanzin, présenté dans la presse parisienne comme un roitelet sanguinaire et esclavagiste, a surtout osé refuser le protectorat qu'on lui proposait. À plusieurs reprises, le roi du Dahomey interpelle le président de la République. Dieu a créé le noir et le blanc, chacun pour habiter la terre qui lui a été désignée. Le blanc s'occupe de commerce et le noir accepte de faire le commerce avec le blanc. Mais les rois du Dahomey n'ont jamais donné leur territoire. Ils ne le peuvent pas, c'est impossible. Et jamais nous ne céderons. De violents combats opposent les Français aux Amazones de Béhanzin. 5000 combattantes particulièrement entraînées, mais qui seront écrasées par les troupes coloniales. Béhanzin, comme l'Algérien Abdelkader avant lui, sera exilé loin de son Afrique natale, sur l'île de la Martinique. L'armée française progresse maintenant au nord du Dahomey. Mais la résistance va être d'une toute autre ampleur lorsque les officiers coloniaux vont affronter Samori Touré, chef guerrier mandingue régnant sur plus de 400 000 km². Un vaste empire nomade, unifié par l'islam, qui s'étendait de la Guinée actuelle à la Côte d'Ivoire et jusqu'au Burkina Faso. Pendant 15 ans, Samori Touré va se battre contre les Français. Mais malgré ses 30 000 hommes, Samori résistera difficilement à la puissance de feu française. Obligé de se replier, il est capturé en 1898. On le voit sur cette photographie écouter la sentence qui le condamne à l'exil sur une île du Gabon, où les conditions de détention seront telles qu'il mourra rapidement d'une pneumonie. Avec la chute de Béhanzin, puis de Samori Touré, et bientôt celle d'Amadou le Tout-Couleur au Mali, c'en est terminé au tournant du XXe siècle, des empires africains ont résisté tant qu'ils le pouvaient, avant finalement d'être tous balayés. En quelques décennies, les puissances européennes ont réussi leur mainmise sur le continent africain. L'Allemagne défend ses possessions de Namibie au sud, du Rwanda et de la Tanzanie à l'est, du Cameroun et du Togo à l'ouest. Le Portugal tente de préserver ses colonies d'Angola et du Mozambique. Les Anglais, eux, rêvent de faire la jonction entre le Caire au nord et le Cap tout au sud, grâce à leurs colonies du Kenya et d'Ouganda. Quant aux Français, ils sont enfin parvenus à réunifier autour du lac Tchad toutes leurs possessions africaines, depuis l'Algérie au nord, les comptoirs du Sénégal à l'ouest, jusqu'à Brazzaville, en Afrique équatoriale. Le domaine africain de la France est donc devenu particulièrement vaste. Les militaires français ne sont que quelques milliers pour plus de 10 millions d'habitants. Ils tentent de se déployer sur ce territoire grand comme l'Europe, construisant ici et là de petits forts, censés marquer la puissance française. De Dakar à Cotonou, en passant par Bamako, Abidjan ou Conakry.
Mais souvent livrés à eux-mêmes, loin des villes, dans de vastes territoires désertiques, les officiers de l'infanterie coloniale doivent administrer, comme ils le peuvent, des tribus entières. C'est le cas du capitaine Émile Coquibus, perdu au CNE, et qui nous a laissé un fonds exceptionnel de photographies prises lors de ses séjours en Afrique noire. Les officiers, isolés, régulièrement frappés par des fièvres, sont souvent troublés par les conditions de leur séjour. Ils ressentent cette angoisse typique de la coloniale. Et si ces femmes et ces hommes, tellement nombreux, refusaient leur autorité? Coquibus, dans son journal, l'exprime à plusieurs reprises. Ce matin, le capitaine m'a fait part de son rêve de la nuit. Il était si terrible qu'il s'est réveillé en poussant un cri. Il y avait des tués et des cadavres palpitants. Les Noirs n'osent se défendre ni se plaindre. Mais à quand leur révolution de 1789? Pourvu qu'ils ne tournent pas un jour leur colère contre nous. À Paris, la belle époque illumine les années 1900 et les Français s'intéressent bien peu aux conquêtes coloniales de la République. On veut croire en la fée électricité, à la révolution de l'automobile et du cinématographe. De ce vaste empire que la France est en train de façonner, les Français ne savent rien, ou presque. Le peu qu'ils en connaissent vient de cartes postales exotiques envoyées par ceux qui ont fait le choix de partir aux colonies, comme on disait. Un exotisme qui joue sur la grandeur française et surtout sur l'érotisme supposé des femmes de l'Empire. Des femmes à la beauté enivrante, forcément soumises. Un imaginaire de la femme-objet à disposition du colonisateur qui sera un puissant levier pour attirer de nouveaux candidats au départ, à destination de ce monde pour l'heure essentiellement militaire et masculin. Un monde colonial qui va en 1905 choquer l'opinion publique lorsque des récits sanglants vont parvenir jusqu'à Paris. Plusieurs polémiques éclatent après la parution d'articles dans la presse satirique relatant tel ou tel massacre. Et à Paris, on commence à s'inquiéter de cette prétendue mission civilisatrice qui peut conduire aux pires excès de la part des militaires et des fonctionnaires français. Vers un homme dont les Français ne pourront contester l'intégrité. Ce sera Pierre Savorgnan de Brazza, le héros de l'Afrique équatoriale, qui fait depuis plusieurs années le bonheur des publicitaires et qui est tiré de sa retraite par devoir. Malgré sa notoriété en métropole, lorsque Brazza arrive à Libreville en 1905 pour commencer son inspection, l'accueil est glacial. Car le gouvernement qui manque de fonctionnaires pour ses colonies a préféré déléguer sa mission à 40 sociétés privées chargées d'administrer l'Ubangui, le Gabon et le Congo, en échange du monopole commercial sur les richesses locales. Bois, ivoire, caoutchouc. Ce capitalisme colonial particulièrement vorace préfère s'enrichir au plus vite, plutôt que de créer des écoles ou des dispensaires, comme il s'y était engagé.
Les sociétés concessionnaires ne souhaitent donc pas du tout que l'on vienne regarder de près leurs agissements. Pierre Savorgnan de Brazza compte pourtant bien mener sa mission à son terme. Et ce qu'il va découvrir est particulièrement effarant. La France a en effet instauré dans l'Empire une règle de plusieurs journées par an de travail obligatoire pour tous ces sujets, afin d'avoir de la main-d'œuvre pour construire des routes et des voies de chemin de fer. Mais les compagnies concessionnaires détournent à leur profit le système, obligeant les hommes à travailler dans leurs plantations. Pire, pour que les hommes se soumettent à ce travail forcé, elles ont pris la sordide habitude de séquestrer femmes et enfants dans un camp, en attendant que leurs maris terminent leur corvée. Et leurs conditions de détention sont telles que régulièrement les prisonnières, comme les enfants, ne survivent pas. Brazza comprend vite que les agissements des sociétés sont couverts par l'administration coloniale. Désespéré, il écrit à un ami. J'ai trouvé dans l'Obanguichari une situation impossible. C'est la continuation pure et simple de la destruction des populations. Tourmenté par ce qu'il a découvert, Pierre Savorgnan de Brazza reprend le chemin de la métropole, rassemblant ses notes, afin de rédiger un rapport qui s'annonce explosif. Mais les conditions de sa mission, qui a duré 6 mois, l'ont affaibli. Et sur le chemin du retour, il ressent de violentes fièvres tropicales. Le bateau doit s'arrêter d'urgence à Dakar, au Sénégal. On transporte sa civière jusqu'à l'hôpital de la ville, où à bout de force, Pierre Savorgnan de Brazza s'éteint le 14 septembre 1905. Il y aura bien finalement un rapport Brazza, rédigé par une commission parlementaire à partir des notes de l'explorateur. Mais le document ne sera pas rendu public et sera envoyé aux archives par le chef du gouvernement, Georges Clemenceau, qui, une fois au pouvoir, ne critique plus du tout la grande œuvre civilisatrice française, malgré ses dérives. Avec la mort de Brazza, c'est un idéal humaniste qui semble disparaître, tant la société française est en train de se radicaliser vis-à-vis des peuples colonisés, et notamment des Africains. Si Jules Ferry défendait sincèrement l'idée que tous les peuples pourraient progresser grâce à la colonisation, cette inégalité de civilisation s'est peu à peu transformée en une inégalité raciale, théorisée par certains scientifiques qui voudraient démontrer que les Blancs sont intrinsèquement supérieurs aux Noirs. Ainsi va la France en ce début de XXe siècle, qui fait un triomphe à Foutit et Chocolat sur la scène du Nouveau Cirque à Paris, comme une allégorie de la société de l'époque. Chocolat, de son vrai nom Raphaël Padilla, et Georges Foutit jouent les rôles devenus classiques au cirque de l'Auguste et du clown blanc. La maladresse de l'Auguste face à la rigueur du clown blanc. Mais cette fois, Chocolat et Foutit incarnent une inégalité visible et mise en scène pour le plus grand bonheur du public parisien. Car les Français sont en train de découvrir l'altérité lors d'expositions coloniales qui pour la première fois font venir jusqu'à eux ces peuples inconnus, à la couleur de peau différente.
À Lyon, Nantes, Toulouse ou Marseille, ces expositions connaissent un grand succès. Des centaines de figurants sont notamment recrutés au Sénégal pour reconstituer des villages africains traditionnels, comme sur ces images tournées au jardin d'acclimatation de Paris. Des numéros au caractère folklorique dont les figurants sont rémunérés. Mais cette mise à distance des Africains, considérés comme des objets de curiosité, insuffle dans la société l'idée d'une hiérarchie entre les hommes. Et ces indigènes, comme on les appelait alors, que l'on exhibe avec leurs coutumes ancestrales, deviennent automatiquement, aux yeux du public, inférieurs aux Français et à leur civilisation. C'est une véritable mythologie coloniale que le gouvernement va forger peu à peu et diffuser dans la société, notamment sur les bancs de l'école. Des protège-cahiers distribués aux enfants racontent les héros et les grandes heures de cette expansion française afin qu'ils s'imprègnent d'une histoire qui doit devenir la leur. Des enfants à qui l'on décrit sans leur épargner aucun détail morbide la dernière conquête française, celle de l'île de Madagascar, qui a fait plus de 20 000 morts parmi les Malgaches. Une campagne meurtrière, dirigée par le général Gallieni, que l'on présente aux enfants comme un héros. Un héros confronté à la reine de Madagascar, Ranavalona, qui, pour avoir osé soulever son peuple contre la France, sera obligé d'abdiquer et de partir en exil. Laissant en 1897 la place libre aux Français sur l'immense île de l'océan Indien. Cet empire qui ne cesse de s'agrandir et de déployer sa mission civilisatrice devient ainsi à l'école le meilleur support pour les leçons de géographie. En plus de Madagascar, devenue une colonie française dirigée depuis Tananarive, l'Empire français compte désormais les îles du Pacifique et de l'Océanie, avec Tahiti, les îles Marquises et l'île pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie, toutes conquises au XIXe siècle. En Afrique, le ministère des colonies a créé 2 grandes zones administratives. L'AOF, Afrique occidentale française, dirigée depuis Dakar, et l'AEF, Afrique équatoriale française, dont la capitale est Libreville. Surtout, la France a créé en Asie une fédération d'Indochine, qui regroupe ses possessions du Cambodge, du Laos, du Tonkin, d'Annam et de Cochinchine. Une fédération que l'on surnomme bientôt la perle des colonies françaises. Lorsqu'Edgar Humbert s'embarque à Marseille en 1905 avec son épouse Marthe, ce sont 30 jours de traversée qui attendent le jeune couple pour rejoindre la péninsule indo-chinoise. Edgar Humbert, passionné de photographie, est lieutenant dans l'infanterie coloniale. Il doit rejoindre son régiment à Hanoï, au Tonkin. La traversée est une succession d'étapes exotiques qui éblouissent ceux qui ont la chance de partir.
est d'abord Port Saïd, dans la colonie britannique d'Égypte. Puis c'est le passage du canal de Suez, que le Français Ferdinand de Lesseps a fait creuser pour relier la Méditerranée à la mer Rouge, afin de pouvoir rejoindre plus rapidement l'Asie. Puis ce sera Aden en Éthiopie, Colombo au Sri Lanka, et l'incroyable île de Singapour, le Gibraltar de l'Extrême-Orient, comme les Britanniques appellent alors leur colonie de Malaisie. Après plusieurs escales et des semaines de traversée, le paquebot arrive enfin en vue de Saïgon, capitale de la Cochinchine au sud de l'Indochine française. Dans la ville, édifiée presque entièrement par les Français pour concurrencer Singapour, Edgar Humbert est fier d'assister au défilé de ses camarades de l'infanterie coloniale. Une démonstration de force qui rappelle que la conquête de la péninsule a été ici aussi particulièrement violente. Une conquête en plusieurs vagues. En 1859 d'abord, au prétexte de défendre des missionnaires catholiques en Cochinchine, puis en 1881, à l'initiative de Jules Ferry, pour lutter contre l'impérialisme chinois au Tonkin. Cette expédition du Tonkin avait été d'une telle barbarie que les articles dans le Figaro, écrits par un jeune officier de marine, Pierre Loti, avaient alors fait scandale à Paris. Pierre Loti, dont les récits d'aventure feront plus tard la gloire, avait retranscrit honnêtement ce que ses camarades matelots avaient ressenti pendant la bataille. Et le résultat pour le lecteur du Figaro avait été glaçant. Les derniers anamites dégringolent des murs, absolument affolés. Les Français tirent sur eux presque à bout portant et les abattent en masse. Ceux qui avaient la poitrine crevée criaient d'une manière profonde et horrible, en vomissant leur sang dans le sable. On tuait presque gaiement, déjà grisé par les cris, la fumée, par la couleur du sang. Et on se réjouissait de voir tous ces incendies, de voir comme tout allait vite et bien, comme tout ce pays flambait. Marthe et Edgar Humbert, 25 années plus tard, sont éblouis par l'œuvre coloniale française lorsqu'ils arrivent enfin à Hanoï, capitale de l'Indochine. Le jeune couple se promène dans ces nouveaux quartiers que les Français ont imaginés à côté de la vieille ville, et où trône désormais une cathédrale flambant neuve, non loin de la rue Paul Bert et de l'opéra français construit en miniature sur le modèle de l'Opéra Garnier. Edgar et Marthe sont heureux dans cette capitale aux airs provinciaux, qui voit le jeune couple emménager dans une belle demeure, à la décoration coloniale si typique. Marthe est le premier modèle de son mari, photographié dans leur intérieur cossu et dans son intimité. Une vie qui pourrait sembler douce et propice à la rêverie, si Edgar, l'officier de l'infanterie coloniale, n'avait pas rejoint son régiment composé de tirailleurs indochinois recrutés sur place. Des supplétifs de l'armée française chargés comme partout dans l'Empire de maintenir l'ordre. Et l'ordre, c'est la lutte contre ceux que l'on appelle alors les pirates. Les pirates, ce sont tous les adversaires de la présence française que l'on dénomme ainsi afin de discréditer leurs opérations contre la puissance coloniale. Cette occupation française est notamment contestée par un groupe autour de l'intellectuel qui tente de faire naître un sentiment national vietnamien. Aidés de la Chine et du Japon, ils fomentent plusieurs complots contre la France, dont le plus célèbre se déroule en 1908.
Le projet de ces rebelles était d'empoisonner toute la garnison française de Hanoï avec la complicité de certains tirailleurs indochinois. La répression de la France sera d'une sévérité extrême à l'encontre des tirailleurs que l'on voit ici dans la prison de Hanoï porter l'humiliante cangue en bois traditionnelle. Plusieurs d'entre eux seront condamnés à mort et décapités. Une exécution sordide, en public, que l'on photographie pour en faire ensuite des cartes postales qui seront envoyées en métropole. Bon souvenir d'Indochine, la rigueur française face à ses ennemis. Présente désormais sur tous les continents du globe, la France n'en a pourtant pas encore terminé avec son ambition coloniale démesurée. À la Chambre des députés, un parti colonial s'est constitué, recrutant au sein de tous les groupes politiques une centaine d'élus favorables par idéologie ou par intérêt aux colonies françaises. Ce parti colonial, dirigé par le député d'Oran Eugène Étienne, est devenu en quelques années incontournable. C'est sous son influence menée l'opération de Madagascar, et c'est ce puissant lobby qui s'apprête une nouvelle fois à plonger le pays dans une longue et sanglante guerre impériale. Car il reste encore un territoire africain à conquérir, qui pourrait permettre à la France de contrôler toute l'Afrique du Nord. Le sultanat du Maroc va donc devenir sa nouvelle cible. Le jeune sultan Moulay Abdelaziz, à l'abri des hauts murs de son palais de Fès, était pourtant parvenu à préserver l'indépendance de son petit pays, poursuivant la politique de ses prédécesseurs qui commerçaient depuis longtemps avec les Européens. Allemands, Français, Espagnols et Britanniques étaient les bienvenus dans le port de Tanger et le long de la côte. Mais dans une tragédie en 3 actes, dont les acteurs seront les puissances européennes, le Maroc va voir son destin lui échapper. Le premier acte débute en 1904, lorsque la France et la Grande-Bretagne décident de solder leurs contentieux coloniaux et de s'allier. Ce que l'on a appelé l'entente cordiale comporte plusieurs protocoles, dont un qui consiste à échanger le droit des Anglais à contrôler l'Égypte contre celui des Français à contrôler le Maroc. Un accord qui exaspère l'Allemand Guillaume II. Le Kaiser fait alors une entrée fracassante dans les rues de Tanger, en 1905, pour soutenir le sultan marocain face aux appétits français. La tension est telle que l'on convoque une conférence internationale à Algésiras en 1906. Mais les Français et leurs alliés parviennent à imposer leur vue aux Allemands. Les Marocains, impuissants, sont alors obligés de céder à la France et à l'Espagne le contrôle des villes côtières de Tanger et Casablanca. Si les deux puissances n'ont pas le droit d'intervenir à l'intérieur du pays, elles peuvent désormais déployer leurs troupes le long de la côte, comme elles l'exigeaient. Mais sur le terrain, les Marocains ne vont pas se laisser faire. Lorsqu'en 1907, le croiseur français Galilée débarque 60 hommes dans la ville de Casablanca, la réaction des tribus berbères est immédiate. Plusieurs soldats français sont tués. En représailles, le commandant du Galilée décide de bombarder Casablanca. Des milliers de Marocains perdent la vie. Le pouvoir du sultan Moulay Abdelaziz ne résistera pas à l'onde de choc. Il doit abdiquer sous la pression de son frère
qui lui reproche d'avoir bradé la souveraineté marocaine à la conférence d'Algésiras. Le nouveau sultan Moulay Abdelhafid pense, lui, pouvoir tenir tête aux Français et aux Espagnols. Il n'en sera rien. Sous la pression du parti colonial, qui pousse à l'annexion du Maroc, et sous le prétexte toujours le même de troubles à la frontière algérienne, la France multiplie les opérations militaires à partir de 1908, s'engageant dans une guerre coloniale. Ah ouais, ça est dit, à Kamaché. De plus de 25 années, sans doute la moins connue de son histoire. Autrefois, monté, et puis Indien, et puis Réel, tout ça, on partait là. Moi, là, j'ai écouté l'histoire. Donc, j'ai écouté un petit peu l'histoire. Mais bon. Après, mon parole est là, Réel, t'as de t'occuper. Mais le temps de t'occuper, ou pas qu'à sortir, non, je ne sors pas, côté mon aller. Moi, célibataire, côté où les aller. Tu veux que j'aille pour moi, il faut monter, même pas ni parce que côté garé, ouais. Ça a bugué. Ces opérations sont soutenues par une large majorité de députés, à l'exception notable des socialistes. Leur leader, Jean Jaurès, dénonce à plusieurs reprises à la tribune ces interventions particulièrement violentes. Messieurs, à mesure que notre intervention au Maroc est plus étendue, plus dure et plus brutale, je me demande avec une angoisse croissante et sincère de quel droit nous portons la guerre et le feu au cœur même de ce pays. Au Maroc, il y a un peuple effervescent et indépendant qui a plus que nous ne l'imaginons la fierté de sa vieille histoire, qui se rappelle qu'il a successivement refoulé de son sol les Portugais, les Espagnols, les Anglais. Ce n'est pas un peuple accoutumé à subir en silence une domination tyrannique. Mais les dénonciations de Jaurès resteront vaines. Et les soldats français continuent de partir en nombre vers le Maroc. Alors, dans un deuxième acte, c'est l'Allemagne qui pousse ses pions. Le Kaiser Guillaume II comprend que la France ne compte pas respecter l'accord d'Algésiras et qu'un partage du Maroc est devenu inéluctable. Il envoie au large d'Agadir ses croiseurs, le Panthère et le Berlin, menaçant d'intervenir militairement. Un coup d'Agadir qui permet à l'Allemagne d'exiger des compensations en contrepartie de son éventuel accord sur le découpage du pays. Et lors du troisième acte de ce drame marocain, en 1912, c'est une nouvelle fois un partage territorial entre Européens finalement décidé. La France obtient un protectorat sur le Maroc comme elle le souhaitait. En échange, elle doit céder à l'Allemagne des terres françaises en Afrique équatoriale afin d'agrandir la colonie allemande du Cameroun. L'Italie, elle, est autorisée à s'installer en Libye. Quant à l'Espagne, elle gardera le contrôle du nord du Maroc, autour de Ceuta, ainsi qu'au sud, dans la province du Sahara occidental, appelée Rio de Oro. Comme elle le fait pour toutes ses conquêtes coloniales, c'est un militaire que la France choisit
pour diriger son nouveau protectorat du Maroc. Lorsqu'il parade à cheval dans les rues de Casablanca, le général Hubert Lyautey a derrière lui une longue carrière d'officier colonial, passé par Madagascar, puis par l'Indochine. Après les campagnes violentes d'un Bugeaud ou d'un Gallieni, voici venu le temps d'un visionnaire de l'Empire, obsédé par la mission civilisatrice de la France. Mais Lyautey devra remettre à plus tard l'ambitieux plan qu'il a en tête pour le royaume. Car il doit faire face à un soulèvement généralisé des tribus marocaines qui n'acceptent pas le protectorat français. Alors, pour tenter de circonscrire la rébellion, le général fait venir de métropole et d'Afrique noire des milliers de soldats supplémentaires. Et l'armée française de s'enfoncer en direction du sud et de s'installer dans des campements à perte de vue. Ils sont 50 000 soldats dès 1912 et ils seront 70 000 en 1913. Lyautey veut obtenir la reddition des chefs de tribu par tous les moyens. Mais la France n'aura pas le temps de terminer sa campagne marocaine. Le général Lyautey doit brutalement interrompre ses opérations à l'été 1914, lorsque l'opposition entre l'Allemand Guillaume II et le Russe Nicolas II entraîne tout le continent européen dans la guerre. Pour surmonter l'épreuve qui l'oppose à l'Allemagne, la France va devoir mobiliser plus de 6 millions d'hommes. Mais elle peut désormais compter sur ses colonies, conquises depuis 1830. Plus de 600 000 soldats et 200 000 ouvriers vont ainsi venir d'au-delà les océans. Sur les plages de la Somme, comme sur les routes de Champagne, vont déferler l'impressionnante cavalerie des spahis algériens. Les tirailleurs sénégalais, les tirailleurs venus d'Algérie et du Maroc, ceux arrivés de l'île de Madagascar, ceux venus de la lointaine Indochine, comme les soldats Kanaks et Papous, débarqués des îles de l'océan Pacifique. Pour la première fois, les Français mesurent réellement l'importance de leur empire colonial qui va permettre au pays de tenir tout au long des 4 années de cette Première Guerre mondiale dévastatrice. Une guerre finalement remportée par la France et ses alliés, pendant laquelle 1 400 000 Français perdront la vie, dont plusieurs dizaines de milliers de tirailleurs. Et quand les soldats des colonies défient les Champs-Élysées pour fêter la victoire, la France, renaissant de ses cendres, compte plus que jamais renforcer son empire. Mais cet empire tout-puissant, qui s'apprête à vivre son apogée, est un colosse aux pieds d'argile. Et la France, si elle souhaite le conserver, devra y mener de profondes réformes. Ce qu'elle va s'avérer Cette maman véritable.
En 1918, à l'issue de la Première Guerre mondiale, 80 000 soldats venus des colonies ne rentreront jamais, tués dans les tranchées ou disparus dans le fracas des obus. Des monuments sont érigés à la gloire de ces soldats de l'Empire, de Hanoï en Indochine jusqu'à Casablanca au Maroc, où un cavalier français et un spahi d'Afrique du Nord deviennent des frères d'armes. Et aux survivants, la patrie reconnaissante. Alors l'état-major multiplie les remises de décorations à ses soldats émérites. Ceux que l'on moquait comme des sauvages ont payé par leur sang le prix du respect, à défaut de celui de l'égalité. Même Félix Mayol, la star d'avant-guerre, ne se moque plus de la cabane bambou. Parmi les Sénégalais qu'on fit venir pour la revue, jour du 14 juillet se trouvait la chose connue. Un grand gaillard à la peau noire, fondant comme l'ivoire, je vais vous conter son histoire dans cette chanson. Il raconte l'histoire d'un tirailleur à la peau noire comme l'ébène, qui séduit par sa beauté. En se promenant un matin au coin de la rue du 4 septembre, il connut un petit trottin aux cheveux d'or. Comme l'ombre, il sévère toute une semaine, même sur un compas de veine, reparti pour la terre africaine, ce fut déchirant, et la blonde enfant disait en pleurant, ça plaît tout debout. Un homme de couleur, et c'est une révolution pour l'époque qui fait tourner les têtes des femmes françaises. Toutes les femmes sont folles de lui. Estime des hommes, c'est qu'aujourd'hui, celles de son goût, tout doivent faire avec le nous. Et tandis que les tirailleurs prennent le chemin du retour, les équilibres du monde sont en train de changer en ce début 1919. Lorsque le président américain Woodrow Wilson arrive en France, pour participer aux négociations de paix, il est accueilli par une foule enthousiaste dans les rues de Paris, en l'honneur du sacrifice des soldats américains. Les Français ignorent alors que Wilson s'apprête à bousculer l'ordre mondial et qu'il va contrarier les ambitions coloniales de ses alliés. Quand il arrive au château de Versailles, l'Américain ne compte pas aller, le Français Georges Clemenceau et le Britannique Lloyd George, intégrer à leur empire les colonies des deux perdants du conflit. L'Allemagne et l'Empire ottoman. Dans la galerie des glaces, Wilson crée la surprise en imposant l'idée d'une société des nations qui devra veiller à la concorde internationale. Cette SDN sera désormais la seule à pouvoir donner mandat à un pays pour en contrôler un autre, et ce ne pourra être que temporaire. Pire, Wilson impose un nouveau droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui doit les conduire un jour à l'indépendance. Un bras de fer s'engage entre les alliés. Georges Clemenceau et Lloyd George parviennent à préserver l'essentiel. Ils obtiennent finalement que ce nouveau droit à l'autodétermination ne concernera pas les peuples déjà colonisés. Et s'ils ne peuvent s'approprier les dépouilles coloniales des perdants, ils parviennent à se les faire attribuer provisoirement par la nouvelle Société des Nations. Ce sont donc des mandats sous contrôle international que la France et la Grande-Bretagne auront sur les terres africaines allemandes. Cameroun et Togo pour la France, Tanzanie pour la Grande-Bretagne. Surtout, les deux pays s'installent au Proche-Orient grâce au mandat que leur confie la SDN
sur les anciennes provinces de l'Empire turc de Constantinople. Irak, Jordanie et Palestine à la Grande-Bretagne. Liban et Syrie à la France. Et voici le général Gouraud, qui en 1920 débarque au Liban pour diriger le mandat français. Le général fait une entrée solennelle à cheval dans les rues de Beyrouth, dans une mise en scène de la puissance française, désormais bien rodée. Si les Libanais applaudissent le représentant de la France, c'est notamment parce que les Maronites, la communauté chrétienne du pays, célèbrent la fin de la domination turque sur le Liban, et surtout parce qu'ils comptent sur les Français pour éviter de tomber sous une autre domination, celle des Syriens de Damas et de leur chef, l'émir Faisal. L'émir a joué un rôle important pendant la guerre, s'alliant aux Anglais pour chasser les Turcs de Damas. C'est sœur Laurence, connue sous le nom de Laurence d'Arabie, qui a servi d'intermédiaire avec Faisal pour lever une armée arabe contre l'Empire de Constantinople. En échange, Laurence avait promis à Faisal la création d'une grande Syrie indépendante englobant le Liban. Mais lorsque Faisal arrive à Beyrouth pour négocier avec le général Gouraud, il a été trahi par ses alliés britanniques qui ont choisi de se partager le Moyen-Orient avec la France. Faisal et les Syriens tenteront bien de résister, mais ils sont balayés en quelques jours par l'armée française, et Faisal devra s'exiler en Jordanie. La Syrie est désormais sous mandat français. Et en 1920, le général Gouraud peut donc proclamer la création d'un grand Liban. À la province de Beyrouth, Gouraud ajoute la province de Tyr au sud et celle de Tripoli au nord. Surtout, il ajoute la plaine céréalière de la Bekaa vers l'intérieur de la Syrie. La France vient de créer de toutes pièces un État politiquement sûr et économiquement viable. Alors, dans les plaines de ce nouveau pays, chrétiens et musulmans, main dans la main, portent en triomphe les nouvelles autorités françaises qui viennent de leur offrir cette précieuse identité libanaise dont ils rêvaient depuis longtemps. L'Empire français, le deuxième au monde après celui des Britanniques, vient d'atteindre son apogée territorial. Avec le Liban, la Syrie, le Cameroun et le Togo, jamais le domaine colonial de la France n'avait été aussi étendu. Mais comment organiser cette empire ? Et surtout, comment faire cohabiter des colons avec ces populations locales qui ont dû se soumettre? Pour le comprendre, il faut quitter la métropole, en profitant des lignes maritimes régulières au départ de Marseille, devenu le grand port des colonies, d'où partent les paquebots à destination de l'Asie, d'Afrique noire, et surtout du Maghreb, de l'autre côté de la Méditerranée. Les 3 départements français d'Algérie sont en effet le meilleur exemple de cette colonisation poussée à son paroxysme. Seule colonie de peuplement de l'Empire, l'Algérie compte en 1920 près de 800 000 Français,
pour 5 millions d'Algériens musulmans. Parmi ces Français, 120 000 Juifs d'Algérie, devenus citoyens de la République depuis 1872. À Alger, ces Européens vivent dans les quartiers de Bab el-Oued, en bord de mer, ou le long de ce port de commerce qui fourmille d'activités. Au fur et à mesure du développement de la ville par les Français, une véritable ségrégation géographique s'est organisée entre les communautés. Ceux que l'on appelle à l'époque les Algériens musulmans habitent la Casbah, cet incroyable dédale de ruelles qui grimpe le long de la colline au-dessus du port. Une Casbah que les cinéastes amateurs aiment filmer, tant elle témoigne du profond décalage qui existe entre les communautés. Cette séparation géographique est aussi et surtout administrative, comme dans toutes les colonies. Le statut de l'indigénat, inventé par la République à la fin du XIXe siècle, est venu graver dans le marbre l'inégalité juridique entre les Français et les sujets de l'Empire. Un statut qui dépossède les Algériens comme tous les peuples colonisés de leur liberté fondamentale. Interdiction d'aller et venir d'une commune à l'autre sans un laissez-passer. Interdiction de se réunir sans autorisation. La liste est longue de ces délits auxquels le statut de l'indigénat répond par des sanctions, elles aussi spécialement réservées aux Algériens. Amende, travail obligatoire, internement administratif, confiscation de terres. Des punitions qui ne permettent aucune défense, ni aucun recours. Malgré cette discrimination administrative et politique, la République va tout de même essayer, au nom de sa mission civilisatrice, d'assimiler les Algériens, à travers un ambitieux plan de scolarisation des enfants musulmans. Mais cette noble ambition va se fracasser sur des obstacles insurmontables. Les premiers à refuser d'envoyer leurs enfants sont les musulmans eux-mêmes, pour qui l'école de la République, c'est surtout celle de l'occupant. Pas question de trahir sa culture et sa religion. Et pour ceux qui acceptent de jouer le jeu de l'école française, l'expérience se transforme vite en malaise diffus. Un malaise dont témoigne l'Algérien Sadek Adjerès, futur militant nationaliste, qui se souvient de l'enseignement qu'il a reçu à Tizi Ouzou. L'histoire qu'on nous enseignait se résumait ainsi. Toute la barbarie et le fanatisme de notre côté, tout l'héroïsme, toute l'humanité du côté des Français et de leur système. Nous trouvions un mélange de honte et d'irritation, de désarroi et de colère. La honte et le désarroi venaient de ce que, dans nos pauvres cervelles, nous n'avions pas grand-chose de précis à opposer à ce qui était écrit là, noir sur blanc, dans ce livre qui ne devait pas mentir, puisque ne mentait pas le livre de mathématiques. Si les Algériens ne veulent pas de l'école française, c'est surtout le refus des colons qui va condamner l'ambition scolaire de Paris. Les colons s'opposent à la construction d'écoles dans leur village, de peur que l'éducation des Algériens ne signifie se mettre demain un revolver sur la tempe. Une intransigeance des colons d'Algérie pour le moins surprenante,
car loin de l'image que l'on a souvent d'eux, 80% de la population européenne est composée de familles modestes, d'artisans, de petits commerçants, d'employés de bureau ou de simples fonctionnaires, aux conditions de vie aussi difficiles qu'en métropole. Ici, en Algérie, quand on a une situation modeste, on vote plutôt à gauche, à l'image de ce qui se passe partout ailleurs en France. Ce qui fait la spécificité de la vie coloniale, c'est que ces modestes Français sont ici parmi les 20% les plus riches de la population. Pour eux, demeure le sentiment d'appartenir à la classe dominante, et il ne peut être question pour rien au monde que cela change. Cette vie quotidienne dans l'Algérie française, comme cette fracture profonde entre les communautés, c'est sans doute l'écrivain Jules Roy qui en parle le mieux. Celui qui obtiendra le Grand Prix de l'Académie française sera, à la fin de sa vie, un fervent défenseur de la décolonisation de l'Algérie, où il est né en 1907. Dans cette campagne de la Mitidja, qu'il raconte dans un livre consacré à son pays natal. Mon origine profonde s'enracine à Sidi Moussa, un petit village de colonisation construit sur un carrefour de route. Avec son église minuscule, son bistrot, son école, sa poste et ses maisons en tuiles rondes. L'été, mon oncle Jules allait de ferme en ferme battre le blé. Près des meules, sous le ciel de feu, je me laissais prendre des jours entiers à la griserie de soleil et de poussière qui régnait de l'aube au crépuscule. Et Jules Roy de raconter l'image qu'il avait enfant de l'Algérien qu'il côtoyait au quotidien. Moi qui les ai toujours vus travailler, je me suis toujours étonnée d'entendre dire que les Arabes ne faisaient rien. Ce que je savais, parce qu'on me le répétait, c'était qu'ils étaient d'une autre race que moi, inférieure à la mienne. Nous étions venus défricher leurs terres et leur apporter la civilisation, me disait-on, en me rappelant sans cesse: ce sont des gens qui ne vivent pas comme nous. Cette phrase jetait en réalité un voile pudique sur leur pauvreté. Ce qui était une grande et profonde misère n'était soi-disant qu'un refus de coucher dans des lits ou d'habiter des maisons bâties en dur. Je le croyais volontiers, et du coup, leur état ne pouvait m'émouvoir. Ce fut un grand étonnement pour moi, quand je m'aperçus peu à peu qu'ils étaient des hommes semblables à nous, qu'ils riaient, qu'ils pleuraient, qu'ils étaient capables de sentiments nobles comme la haine ou l'amour, la jalousie ou la gratitude. Malheureusement, mes compatriotes français d'Algérie, qui ne sont pas méchants, n'ont toujours pas fait la même découverte que moi. La France ne veut pas voir que cette discrimination et cette inégalité minent irrémédiablement sa présence dans le pays. Et tout à son obsession civilisatrice, la République modernise l'Algérie à marche forcée, avec la construction de 15 000 kilomètres de routes, de centaines de ponts et de voies de chemin de fer, qui doivent permettre de traverser l'immense pays. La France est notamment fière de la ligne du Sud qui part de Laguat. Un train qui chemine à travers des zones dépeuplées et arides pour s'arrêter à Tougourt, aux portes du Sahara.
Un désert du Sahara qui reste comme une frontière infranchissable au milieu des possessions françaises en Afrique. Car de l'autre côté de l'immensité brûlante se trouve le Soudan français, en Afrique occidentale. Mais grâce à la concurrence acharnée que se livrent deux grands industriels de l'automobile, il va bientôt être possible de réussir, autrement qu'à dos de dromadaire, cette périlleuse traversée saharienne. C'est André Citroën qui le premier va s'attaquer à l'incroyable défi. Quelle meilleure publicité pour la marque qu'il a créée que de mettre au point le premier véhicule tout-terrain et de le lancer à l'assaut du désert algérien. Citroën expérimente son étrange machine à chenilles dans une friche qui borde son usine. Et en décembre 1922, à Tougourt en Algérie, l'expédition transsaharienne Citroën s'élance. Destination Tombouctou et le fleuve Niger. « 3200 km en 8 étapes à travers les dunes de sable d'un Sahara hostile. Après 22 jours, l'équipée Citroën atteint la mystérieuse et mythique Tombouctou. Pour la première fois, des hommes motorisés ont relié l'Algérie au Soudan français. Mais le succès de Citroën sera de courte durée, car Louis Renault ne compte pas se laisser dépasser. Il met donc au point un véhicule de 10 chevaux à 6 roues qui part à l'assaut du Sahara en 1924 au départ de Colomb-Béchar. Plus solide, plus rapide, les 10 chevaux de Renault atteignent Gao quelques jours à peine. La démonstration est si probante que les militaires français choisiront les véhicules Renault pour équiper leurs troupes coloniales plutôt que les fragiles autochenilles Citroën. Surtout, c'est Renault qui sera autorisé à ouvrir les premières lignes commerciales transsahariennes qui feront la jonction entre l'Algérie et l'Afrique occidentale française. Mais pendant que les explorateurs Renault paradent dans les rues d'Alger, André Citroën est déjà en train de préparer sa revanche. C'est lui qui va gagner la bataille de la communication grâce à une idée folle. Traverser cette fois le continent africain tout entier. Une épopée humaine sans précédent de 20 000 km qui prend le nom de croisière noire. L'expédition embarque bien sûr un cinéaste dans ses bagages, Léon Poirier. Poirier et Citroën veulent un film à la gloire de la grande œuvre française en Afrique. Les explorateurs et leurs engins s'élancent au son d'une fanfare militaire qui joue la casquette du père Bugeaud, du nom du conquérant de l'Algérie. Et les 8 voitures s'éloignèrent par la piste du sud vers la grande aventure. Mali, Niger, Tchad, l'Afrique occidentale française, puis l'Oubangui, en Afrique équatoriale. Les spectateurs sont fascinés par l'expédition scientifique et ethnologique à la découverte des peuples africains les plus éloignés. C'est un peu plus loin, au cours d'une reconnaissance au cœur même de la forêt vierge, que la mission découvrit l'état le plus primitif de la vie humaine. Cet étrange petit gnome était un mamouti ou pygmée,
être humain dont la taille ne dépasse pas 1,30 m. Une expédition qui se termine dans l'océan Indien, sur l'île française de Madagascar, où l'ensemble de la petite communauté européenne de la colonie est rassemblée pour fêter les prestigieux visiteurs. Des visiteurs qui, comme il se doit, fleurissent pour la séquence finale du film de Poirier, la statue du général Gallieni, qui avait imposé dans le sang le drapeau français à Tananarive. Dans les cinémas Gaumont, le succès de la Croisière Noire sera phénoménal. La France d'oublier le traumatisme de la guerre. C'est le temps béni du jazz et du style art déco. Paris bascule dans les années folles. Des années excentriques et exotiques, irriguées d'imaginaire colonial et africain. Les balles de Montparnasse rivalisent d'audace dans un mélange de corps qui se dénude. L'Afrique devient même une source d'inspiration pour les peintres, écrivains et sculpteurs de l'époque, à la recherche d'un art brut presque originel. L'américaine Joséphine Baker est la première artiste noire à triompher sur les planches avec sa revue Nègre et son Charleston. Mais pendant que Paris s'enivre à la santé de l'Empire et que l'on s'amuse sur les plages de Deauville à imiter Joséphine Baker, les autorités françaises doivent faire face à un vent de révolte. Cet empire que la France veut croire tout puissant va tout à coup être fragilisé dans plusieurs territoires. Et d'abord au Maroc, conquis en 1912, mais dont la pacification n'est pas minée. Au lendemain de la guerre, le maréchal Lyautey avait engagé une ambitieuse politique de transformation du royaume chérifien. À Casablanca, le résident français peut contempler fièrement son œuvre. À côté de l'ancienne Médina et de ses remparts, le bâtisseur a construit une nouvelle ville, avec ses immeubles à l'architecture moderne et ses grandes avenues tracées par les Français. En quelques années, les chantiers se sont multipliés. Tous les architectes en vogue à Paris ont débarqué dans la ville blanche, façonnant un condensé d'architecture qui fera la légende de Casablanca. Et ce qu'il a entrepris à Casablanca, Lyautey l'a aussi réalisé à Rabat, la capitale, comme à Marrakech, la perle du Sud, ou encore en imaginant le port de Kénitra, dont il a signé en personne les plans de la nouvelle ville. Partout dans le pays, ont ainsi surgi des bâtiments de l'administration que les voyageurs de passage à filmer, tant ils ont l'impression d'avoir été propulsés dans de petites villes de la province française. Le bâtisseur est obsédé par son royaume, dont il rêve de façonner chacune des routes, des villages ou des champs. Sa stratégie est celle de la tache d'huile civilisatrice qui doit se répandre dans tout le pays. Cette stratégie politique s'appuie notamment sur le sultan Moulay Youssef, qui a pris la suite de ses frères au moment du protectorat
Pour Hubert Lyautey, il faut renforcer le pouvoir politique et spirituel du sultan, car seul un sultan fort permettra de rallier les derniers chefs de tribus hostiles, au sud, à l'est de la zone occupée par les Français. Lyautey en est certain. La pacification du royaume sera définitivement acquise très bientôt. Mais le subtil équilibre, patiemment élaboré par le maréchal, va soudainement être mis en péril par une révolte dans les montagnes du Rif. Le Rif, c'est un massif montagneux situé dans la zone occupée par les Espagnols depuis 1912, au nord du Maroc. Un massif difficile d'accès, de 300 km de long et 60 km de large, qui de tout temps a abrité des tribus hostiles à tout pouvoir extérieur. C'est au cœur de ce massif montagneux qu'Abdelkrim el-Khattabi, avec à peine 3000 hommes, met en déroute en 1921 l'armée espagnole, avant de proclamer l'indépendance de la République islamique du Rif. Parvenant à résister aux Espagnols pendant de longs mois, Abdelkrim s'imagine bientôt pouvoir libérer le royaume marocain tout entier, défiant à la fois le sultan Moulay Youssef et surtout le résident général Hubert Lyautey. Lyautey n'a pas senti venir le danger, préférant voir dans l'échec des Espagnols la confirmation de sa propre réussite. Mais cette fois, les troupes d'Abdelkrim menacent sérieusement la ville de Fès, et le gouvernement à Paris perd patience. Lyautey a trop tergiversé. Il n'est plus l'homme de la situation. C'est donc un autre maréchal, auréolé de sa victoire à Verdun, qui est dépêché sur place en urgence pour montrer à ses tribus ce qu'il en coûte de se dresser contre la... Lorsque le maréchal Pétain atterrit à Casablanca en août 1925, le sort d'Hubert Lyautey est scellé. Le résident général préfère démissionner quelques semaines plus tard afin d'éviter l'humiliation d'un renvoi. À son départ du royaume, une foule compacte et silencieuse accompagne Hubert Lyautey sur le port de Casablanca pour un dernier adieu. Au même instant, le maréchal Pétain applique ses ordres avec zèle. Le gouvernement vient de s'engager dans une guerre d'ampleur, mobilisant jusqu'à 300 000 soldats français qui s'ajoutent aux 100 000 Espagnols pour partir à l'assaut du Rif marocain. À Paris, une partie de la classe politique ne va pas accepter cette nouvelle guerre coloniale. Une guerre qui va révéler les profondes contradictions qui existent au sein de la gauche française. Car c'est le même gouvernement du cartel des gauches qui lance les armées françaises au cœur du Maroc et qui a fait entrer lors d'une impressionnante cérémonie les cendres de Jean Jaurès au Panthéon. Jaurès, celui qui dans des discours enflammés était justement le plus violent pourfendeur de la première intervention française au Maroc en 1912. Pour les radicaux qui dirigent le gouvernement avec le soutien des socialistes de la SFIO, cet hommage national à Jaurès, assassiné en 1914, était pourtant le meilleur symbole possible du rassemblement de la gauche.
Mais lorsque ce même gouvernement envoie le maréchal Pétain au chevet des Espagnols à l'été 1925, il déclenche une grave crise politique avec le tout nouveau Parti communiste français qui a fait scission du Parti socialiste et qui décide de marquer sa différence sur les questions coloniales. Pour la première fois, un parti politique va défendre le droit des peuples colonisés à se rebeller contre le colonisateur. Les communistes vont jusqu'à appeler les ouvriers français en octobre 1925 à une grève générale contre les guerres coloniales du gouvernement. Une dénonciation d'autant plus vive qu'au Rif marocain vient de s'ajouter en cet automne 1925 un nouveau front, au cœur du mandat français en Syrie, dans la province des montagnes druzes. Cette fois, c'est l'incompétence des administrateurs militaires qui a déclenché l'incendie. La communauté druze, fière de ses coutumes et des spécificités de sa religion musulmane, s'est en effet enflammée lorsque le jeune capitaine Carbillet a été nommé pour occuper la maison du gouverneur qui trône au sommet d'une colline caillouteuse et désertique. Malgré sa volonté de développer la région, l'officier est autoritaire et brutal, et il n'a que faire des traditions locales. Il devient très vite la bête noire des grandes familles, comme la famille El Atrache, qui structure la vie de la communauté depuis des siècles. Une incompréhension des militaires français à laquelle les Druzes sont à nouveau confrontés lorsqu'ils tentent de se plaindre auprès du haut-commissaire français au Levant, le général Saraï. Saraï est un officier à l'ancienne, attaché à la laïcité, qui ne veut pas comprendre ces territoires multiconfessionnels où les religions jouent un rôle essentiel. Le général ne prendra même pas la peine de recevoir la délégation druze. Une somme de vexation qui déclenche une violente révolte. Non seulement le jeune leader druze, Sultan El Atrache, remporte plusieurs batailles contre les Français, mais bientôt la révolte se transforme en une dangereuse révolution quand plusieurs tribus se joignent au mouvement pour chasser les Français de toute la Syrie. Les rebelles atteignent bientôt Damas. Alors, le général Gamelin, envoyé sur place pour mater la révolte, choisit la politique. Gamelin bombarde la capitale syrienne sans interruption pendant près de 60 heures. Après 3 jours, il ne reste rien des quartiers de Damas qui abritaient les rebelles. Progressivement, l'armée française va reprendre ses positions à Damas, puis dans tout le pays. C'en est bientôt fini de la grande révolte syrienne qui a fait vaciller le mandat français. Au même moment, à l'autre bout de la Méditerranée, le maréchal Pétain, fort de ses 48 bataillons, de ses 2 compagnies de chars et de ses 3 escadrilles d'avions, lance le 8 mai 1926 l'offensive finale contre la République du Rif d'Abdelkrim. Des villages entiers sont détruits. Des bombes asphyxiantes ont été larguées par l'aviation. Des milliers de civils ont été tués pendant l'offensive franco-espagnole. Abdelkrim el-Khattabi est obligé de se rendre aux soldats français, qui choisissent comme à chaque fois de l'exiler
à grand renfort de caméras. Le Rifin et sa famille prennent la direction de l'île française de la Réunion, à des milliers de kilomètres de leurs montagnes marocaines. À Paris, les révoltes du Maroc et de Syrie ont sonné comme un douloureux avertissement. Le gouvernement du cartel des gauches a conscience qu'il est impératif de réformer le système colonial. Mais pour y parvenir, il faut cesser de nommer des militaires à la tête des protectorats et des mandats français. Le gouvernement décide donc que ce seront désormais des civils qui seront désignés au Maroc, au Liban et en Syrie. Quant aux grandes colonies françaises, elles vont être confiées à des responsables politiques expérimentés, qui auront l'autorité nécessaire pour les transformer. C'est la raison pour laquelle le vice-président socialiste de la Chambre des députés, Alexandre Varenne, fondateur du journal La Montagne, embarque à Marseille à l'automne 1925 pour rejoindre le poste de gouverneur général de l'Indochine. Lorsqu'il arrive à Saïgon en Cochinchine, puis à Hanoï au Tonkin, Alexandre Varenne, 55 ans, découvre une Indochine multiple, qui n'est qu'une création administrative des Français rassemblant des territoires aux populations très diverses et aux cultures ancestrales. Au Cambodge, le nouveau gouverneur admire les impressions ruines d'Angkor, cette cité antique que les archéologues européens sont en train de faire peu à peu surgir de la jungle. Respectueux des peuples indochinois et de leur histoire, Varenne espère mettre en œuvre une nouvelle politique, dont il résume la philosophie en quelques mots. Protéger plutôt que dominer. Pour le socialiste, c'est la seule solution si on veut éviter qu'une fièvre nationaliste ne se déclare. Car les inégalités sont en train de se créer violemment. Tout le pouvoir politique et économique est en effet dans les mains des 25 000 Français présents sur place, tandis que les 19 millions d'Indochinois sont maintenus dans une situation de soumission. Une petite société coloniale qui compte à peine 6 000 militaires et 3 000 fonctionnaires pour administrer un vaste territoire. Le reste de la communauté française est composé de colons qui profitent des richesses de la perle de l'Empire. La colonisation, c'est avant tout la captation de matières premières. Les colons, ce sont ceux qui investissent et organisent cette captation. En Indochine, la pierre angulaire de ce commerce est le port de Saïgon, édifié comme toute la ville par les Français, et d'où partent par bateau les millions de tonnes de riz, de caoutchouc et de charbon qui sont expédiés vers la métropole. Le charbon provient notamment des gigantesques mines à ciel ouvert de Ongai, près de la baie d'Along, où des milliers de coulis, ces ouvriers indochinois, travaillent dans des conditions particulièrement difficiles. Pour augmenter la rentabilité du site, les Européens ont mécanisé la récupération du minerai dans un impressionnant et incessant balai.
Mais c'est surtout dans les plantations d'EVA, près de Saïgon, que le capitalisme colonial va le plus investir. Et c'est là que les bénéfices vont être les plus importants pour les colons. En quelques années, la production de caoutchouc a été multipliée par 3, tant la demande de pneumatiques est forte en Europe. Les plantations sont de plus en plus grandes, et il faut engager toujours plus de coolies. Des milliers de travailleurs, recrutés dans toutes les provinces d'Indochine, qui, une fois parvenus près de Saïgon, se retrouvent sans droit et corvéables à merci. Un prolétariat caoutchouc, dont les conditions de vie s'apparentent presque à de l'esclavage. C'est notamment pour arrêter cette dérive du capitalisme colonial qu'Alexandre Varenne a été nommé en Indochine. Le gouverneur général décide alors de rédiger un code du travail spécifique qui doit s'appliquer aux grandes plantations d'EVA, à celles qui cultivent le thé, comme aux mines de charbon. Un code qui précise les conditions de recrutement et notamment l'obligation pour les colons d'établir un contrat fixant salaire et temps de travail. Des règles qui demeurent inférieures aux droits des travailleurs français de métropole, mais qui, en Indochine, sont déjà une petite révolution. Pour Varenne, la mission civilisatrice de la France exige aussi de former une élite locale qui pourra prendre son destin en main. Le gouverneur décrète donc que les indigènes, comme on les appelait, auront désormais accès à certaines fonctions administratives françaises et que des écoles normales pour enseignants, comme des universités de médecine, seront créées. Mais les bonnes intentions du nouveau gouverneur vont se heurter à un mur d'incompréhension. La communauté française d'Indochine, qui représente à peine un habitant de la péninsule sur 1000, ne peut pas accepter les modestes réformes d'Alexandre Varenne. Les colons ne supportent pas les nouvelles règles qui protègent leurs employés. Surtout, les Français, qu'ils soient colons ou modestes fonctionnaires, refusent avec véhémence les initiatives de Varenne qui visent à donner plus d'autonomie aux Indochinois. Ce qui, dans leur esprit, ouvre la porte à l'insupportable idée d'indépendance. Des campagnes d'une grande violence visent le gouverneur général, que l'on cherche à faire passer pour un politicien corrompu, pour un trafiquant d'opium ou pour un fou dangereux qui menace les intérêts français. Isolé, à bout de force face à ces attaques mensongères, Alexandre Varenne choisit de revenir en métropole en 1927 et refuse d'être reconduit dans ses fonctions. Le socialiste a certainement compris avant les autres qu'il était désormais impossible de réformer le système colonial de l'intérieur, tant le lobby des colons est puissant, que ce soit à Alger, à Hanoï, comme dans tout l'Empire français. La France de 1927 est désormais acquise à l'Empire, dont la promotion est devenue un objectif gouvernemental à part entière. Les adultes des années 20, qui enfants avaient été bercés par les conquêtes coloniales françaises, découvrent maintenant la part importante que prend l'Empire dans l'économie du pays. Alors, on multiplie les expositions coloniales et autres foires, comme celle de Bordeaux,
pour valoriser un port qui concentre l'essentiel des échanges de marchandises avec les colonies, ou l'étonnante exposition de Marseille, ville-monde, d'où partent et arrivent les lignes régulières qui parcourent le domaine colonial français. Cette glorification de l'Empire, voulue par le gouvernement, ils vont être nombreux parmi les artistes à y participer. Lorsqu'André Gide s'embarque à 57 ans pour l'Afrique noire en 1925, il veut rapporter un témoignage vibrant de la diversité de cette grande France qu'il s'agit de promouvoir. Tout au long de son périple, André Gide rédige le journal de bord d'une aventure humaine et littéraire qui va le bouleverser. Un voyage qu'il demande à son compagnon, le jeune Marc Allégret, de mettre en image. Ce premier film, Voyage au Congo, qu'il réalise à 26 ans, fera de Marc Allégret un cinéaste. Une œuvre dans l'esprit de l'époque, très ethnographique et uniquement dédiée à la découverte des différentes tribus, de leurs danses et de leurs coutumes ancestrales. À l'image de la plupart de ses contemporains, Gide est sincèrement colonialiste et défend l'œuvre impériale de la France qu'il espère sublimer de sa plume et magnifier grâce aux images de Marc Allégret. Mais rien ne va se passer comme il l'avait prévu. Car au fil du voyage, c'est une mauvaise conscience qui va gagner progressivement André Gide, dont la traversée de l'Afrique devient bientôt une descente dans les enfers de la réalité coloniale. Ce qui a bouleversé André Gide depuis Dakar au Sénégal jusqu'au Tchad, c'est d'abord la pratique abominable du portage,